professeure Géraldine Falgaronne, donc de l'hôpital de la Vicenne, bien connu, et vous allez nous parler d'intelligence artificielle. C'est tout ce qu'on m'a dit. Bon, ça suffit, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Voilà. Bonjour à tous, en cette belle journée. L'année dernière aussi, hein, on a vu un très beau temps. C'est vrai. Et il faut que les Niçois montent pour vous amener un beau temps à Paris, il faut le dire. Voilà. Et ce beau temps, en fait, ça nous amène au sujet sur l'intelligence artificielle parce que les prédictions météo, c'est des outils communs, c'est des choses qui ont à voir avec ça. Donc bon, moi je vais essayer de pas faire de bêtises. C'est pas la flèche de droite. Ah si, il faut un petit peu de temps. Donc j'ai pas de lien d'intérêt en réalité avec le topo du jour. Ce que je vous propose, c'est qu'on discute et qu'on dise ensemble qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Je vais vous dire ce que moi j'en ai compris. Je vais vous montrer les applications actuelles dans l'analyse radiologique, des choses sur les soins. Et puis, je vais vous parler du futur un peu quand même, la recherche, puisque moi, je suis rhumatologue à l'hôpital Avicenne, je fais beaucoup de médecine ambulatoire et aussi, j'ai le plaisir de me commettre dans certains projets recherche qui sont sur du long terme. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Finalement, ça repose et ça aboutit. À la fois, ça repose et ça aboutit sur des tâches complexes en informatique. Le machine learning, ça correspond au fait qu'il y a un réel apprentissage des machines elles-mêmes et des ordinateurs et derrière des algorithmes qui sont utilisés. Et quand on parle de deep learning, cette fois, il faut des ordinateurs très performants avec des puissances de calcul importantes, puisqu'en réalité, ils vont analyser des quantités de données très très importantes. Dans le deep learning, on a accès à de grandes bases de données. On parle de big data. Et ça suppose, et vous en avez entendu parler aussi, avoir des capacités de stockage des données. Et puis, en fait, qu'est-ce qui brasse tout ça? Eh ben, des formules, les petites formules magiques qui sont les algorithmes. Et en l'occurrence, en fait, souvent, il n'y a pas un seul algorithme, il y a un algorithme qui va ensuite gérer d'autres algorithmes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont à la fois profonds et performants. Et c'est ce qui permet à l'apprentissage automatique, le machine learning des différentes machines. Ça, c'est les définitions. Et puis, je m'étendrai pas plus. Alors, il faut peut-être que je fasse comme ça. La technique, s'il vous plaît. Eh ben, avec mon petit pouce, j'appuie. Merci. Merci. Ah, il faut appuyer très fort. Ok, mais pas trop fort, sinon ça en passe plus. Alors, ça existe déjà. Ça existe déjà. Et par exemple, alors je ne sais pas si je peux les citer, mais la SNCF. Ils utilisent de l'intelligence artificielle et du machine learning pour prédire en fait les flux des trains, optimiser les flux des trains et bien sûr en intégrant dans leur algorithme toutes sortes de données, c'est-à-dire évidemment la fréquentation du train, mais aussi le nombre de personnes sur le quai, les éventuels accidents en fonction de la période météorologique, etc., etc. Et puis ça existe aussi dans notre exercice quotidien. Ça a été utilisé pour optimiser la prédiction des flux de patients, parce que finalement tout ça c'est des flux de données. À la SNCF c'est des flux de trains, à l'assistance publique c'est des flux de patients, par exemple aux urgences, ce qui est un outil pour essayer d'optimiser l'organisation, optimiser et adapter les moyens aussi, avec normalement on espère un cercle vertueux pour que le nombre de médecins soit associés au bon nombre d'infirmiers, eux-mêmes associés au bon nombre de prédictions potentielles de fréquentation. Exemple de base, il y a un match de foot au Stade de France. Pendant le match, vous pouvez avoir moins de personnel. Juste après le match, il faut revenir faire le personnel parce qu'il y a une grande fréquentation aux urgences. Est-ce qu'il y a une réalité pratique au fait d'avoir une adaptation, une adaptabilité aussi fluide, par exemple, de 2 heures en 2 heures? Moi, je vous dirais que, en ce qui concerne les urgences d'Avicenne, c'est juste qu'on va pouvoir prendre sa pause et son café. L'organisation des soins ne sont pas encore prévues pour que
on travaille, on fragmente, on rentre à la maison, on revient. Bon, mais les applications potentielles, vous voyez, elles peuvent être hyper dynamiques comme ça. En réalité, ça s'utilise déjà plutôt pour gérer les moyens en termes de semaines ou en termes de mois. Alors, qu'est-ce qui existe actuellement en intelligence artificielle avec des applications pratiques qui commencent à être pas tout à fait routinières, mais presque? Eh bien, c'est dans le domaine de la radiologie. Et en fait, on a vu différentes études ces 2-3 dernières années sur la spondyloarthrite et sur les analyses radiographiques de l'atteinte sacro-iliaque. Et ça, c'est sûrement l'application la plus actuelle et la plus réaliste dans le sens déclinaison pratique, peut-être dans... c'est pas tout à fait du présent, mais presque. C'est du futur très immédiat. En l'occurrence, il y a différentes équipes anglaises, belges, et moi, j'ai choisi, pour vous expliquer comment ça fonctionne, de vous montrer ce qui a été représenté assez récemment à notre congrès européen à Milan, par Dick Elwaout sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à l'analyse de l'IRM sacro-iliaque dans le but du diagnostic de spondyloarthrite. Alors ça suppose une standardisation. Et vous avez déjà compris, vous avez déjà l'intuition que l'intelligence artificielle, finalement, c'est un outil parmi d'autres. Et comme tous les outils, il faut le standardiser. Il faut pouvoir savoir s'il y a une variation entre... avec moi-même, c'est-à-dire si je fais une première analyse en reposant sur un outil et que je reviens faire une deuxième analyse avec le même outil, est-ce que je vais être aussi efficace et surtout, est-ce que je vais être concordante? C'est deux questions différentes. Et puis, si on travaille avec Corinne et qu'on utilise un outil, est-ce que ça va nous permettre de dire la même chose? Et donc, cette standardisation, elle suppose d'étudier la variation intra- et interopérateur. Néanmoins, cette standardisation, elle est indispensable et on a l'habitude de dire qu'elle est coûteuse en temps parce qu'en fait, il faut faire des essais, refaire des essais. Déjà, moi, il faut que je fasse un essai à une échelle statistiquement significative, c'est-à-dire on ne fait pas sur une radio, deux radios, il faut forcément faire sur un groupe de radios, 30 radios, 50 radios, 100 radios. Donc il faut analyser 100 radios une première fois, oublier, hop, un tour sur soi-même, on revient des jours après, on recommence. Et ça, c'est le principe de la standardisation et d'évaluer la corrélation intra ou inter. Et dans ces cas-là, il y a un deuxième opérateur, il faut prendre du temps de Corinne, qu'elle aussi, elle analyse, et puis ensuite, quelqu'un compare. Donc, toute cette standardisation, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que, avec l'intelligence artificielle, on peut faire que, du coup, le temps du professeur Miceli et Falgaron, il est utilisé à d'autres choses pendant que l'ordinateur, il le fait. Alors, c'est ça l'idée, et en l'occurrence, le machine learning suppose que, ce que je viens de vous dire, la machine va le faire, et puis on va aussi lui donner une façon de comprendre si elle a bien fait ou pas. Et c'est déjà à l'intérieur du système et de la machine qu'on inclut en fait un maximum d'étapes de standardisation et d'évaluation. En d'autres termes, c'est pas un troisième professeur qui va venir derrière et dire ah oui là c'est juste, là c'est pas juste, là c'est juste. Donc on inclut déjà, il y a vraiment une globalisation en fait du processus de standardisation. Et si vous nous demandez, et vous demanderez à Corinne tout à l'heure, en fait, automatiser et déléguer cette tâche à des machines, nous, on est pour. Après, il faut mettre en place des systèmes de contrôle aussi de l'apprentissage. Donc, ce qui se passe, c'est que, et vous voyez, ça peut fonctionner que si on a des outils techniques hyper performants, parce qu'il faut scanner, il faut intégrer la copie numérique de l'image de la spondyloarthrite, et ça doit être de bonne qualité et stocké. Toutes les images de spondyloarthrite, toutes les coupes de sacroïlite, pardon. Pour l'instant, on est dans la spondyloarthrite, mais de sacroïlite des différents patients, les différentes coupes. Et puis, en fait, ce que propose le machine learning, c'est de regarder l'image et de la découper en cadrans. Et alors là, c'est un machine learning. Là, machine tout court. En
en même temps que... Ah ben c'est remis, super. Et de couper en cadran. Et déjà, là, il y a une segmentation avec une première analyse de la zone anatomique concernée. Et ensuite, la machine ne va pas regarder la globalité et dire « Ah ouais, c'est super ». En fait, c'est toujours une fonction qui va être découpée dans différents cadrans. Donc, il faut apprendre à la machine à couper les cadrans tels que ça vous intéresse. Et c'est dans cette étude de Dick et Loaud ce qu'ils ont fait. Ils ont défini des zones anatomiques, les petits Q, là, Q1, Q2, Q3, Q4. Et puis, ensuite, eh bien, ils ont mis un système d'évaluation pour dire s'il y avait une image anormale qui était pertinente. Est-ce que ça flash? Alors ça, l'IRM, c'est super pratique parce que, en fait, les pondérations techniques, elles font que ça va être tout calme, gris, noir, ou au contraire que ça flash, en fonction des différentes situations de l'IRM. Hein, les pondérations T1, T2, vous avez déjà vu ça rapidement sur les comptes rendus que vous avez. Donc, en fait, il faut apprendre à la machine à prendre l'image, découper l'image, traduire en un signal très... aucune subtilité, c'est oui, non, comme toujours les ordinateurs. 1, 0, oui, non. Et puis ensuite, une analyse en disant ce oui, ce non, il est là. Ensuite, est-ce qu'on dit qu'il est pathologique? Et puis on fait la somme de tous les cadrans. Et après, on vient faire des études statistiques pour dire est-ce que cette somme d'analyse qu'on a observée, elle dit sacroïlite ou pas, et est-ce qu'elle est significative? Et vous comprenez qu'il y a deux étapes différentes. Il y a dire si la machine a repéré une anomalie dans les radios, et dire si cette anomalie, elle est bien associée à un problème chez le malade. Et c'est ce qu'ont fait nos collègues belges. Oui, parce que, vous voyez, là, le temps de vous expliquer, on a bien compris qu'il y avait quand même plusieurs dimensions, plusieurs strates dans ce machine learning. Et donc, ils ont ensuite essayé, bon, ça c'était juste une démonstration, de faire les cadrans, découper. Ça, c'est l'anomalie que nous, on voit avec nos yeux. Et ensuite, la machine, elle le surligne, elle le fait briller avec son système à elle. Et après, on analyse. Mais pour analyser, ils ont comparé différentes cohortes. Et ils ont regardé si c'était performant, pas que pour dire il y a un signal d'atteinte sacroiliaque, mais pour dire c'est bien une sacroïlite de spondyloarthrite. D'accord ? Donc là, on monte en complexité dans le sens, enfin pas en complexité, en raffinement. C'est-à-dire cette fois, on parle de la valeur diagnostique de l'analyse qui est faite par la machine. Et donc, ils ont pris des cohortes de volontaires, 114 patients, qui pouvaient avoir mal au dos, mais en tout cas pas de rhumatisme inflammatoire. Des femmes enceintes, 35, alors on dirait que c'est pas beaucoup, mais en réalité une cohorte de 35 femmes enceintes, déjà avec les référentiels statistiques qu'on a, on sait que ça s'appelle satisfaire la loi normale, donc on passe un groupe satisfaisant pour faire des calculs statistiques de bonne qualité, et leur cohorte de spondyloarthrite. Et donc ils ont mis toutes les IRM de ces patients dans la machine. Ils ont fait à la fois l'acquisition, le découpage, l'analyse, rentrer tous les cadrans. Et ensuite, à chaque fois que la machine dit oui, non, c'est une maladie, on compare à la réalité diagnostique. Et ça, pour faire ça, je vais juste vous montrer la courbe ROC. Ici, les pointillés, c'est le hasard. Parce que finalement, la machine, elle pourrait dire oui, non. Oui, non. Et le hasard, c'est 50%. Est-ce qu'elle fait mieux que le hasard? En fait, oui. Je ne vais pas vous détailler comment c'est calculé, mais c'est est-ce que c'est spécifique? Est-ce que c'est sensible? Et la réponse est ça, c'est un super joli test. Quand on a une courbe une aire sous la courbe de 94-95%, l'idéal, c'est avoir un machin quasi carré avec une aire de 1. Là, c'est un test hyper performant. Donc en fait, c'est complètement au point et eux considèrent que c'est un proof of concept parce que, comme toujours, c'est quand même les premières études. C'est une très jolie étude parce qu'il y a 2 cohortes témoins et ils considèrent qu'on arrive à avoir une analyse complètement automatisée des IRM et en l'occurrence sur quelque chose d'assez exigeant qui est la présence d'un œdème inflammatoire sur les berges
de la sacroiliaque, c'est-à-dire les choses que nous, on discute, les experts, pour comprendre s'il y a une sacroïlite, dans donc, ces IRM de sacroiliaque chez des patients qui ont une spondyloarthrite. Et eux, comme ils sont très prudents, et dit qu'Elwaout n'est pas qu'un grand rhumatologue et un grand scientifique, il est aussi un très grand diplomate. Il a dit que c'était pour assister, bien sûr, les cliniciens et sûrement pas pour remplacer ni les radiologues ni les rhumatos. Alors, il faut que j'appuie franchement. Donc, voilà où on en est. Et c'est le domaine où ça marche le mieux, où on a de plus en plus de proof of concept qui nous font penser qu'on peut le faire demain. Est-ce que je peux le faire demain à Avicenne ? Ça suppose une chaîne technique vraiment hyper performante. Parce qu'on peut squeezer le processus de « on me donne l'IRM et je dois la mettre dans l'ordinateur » par « l'ordinateur prend directement l'IRM, les clichés IRM dans l'IRM ». Donc ça, c'est possible. Et d'un point de vue technique, c'est pas très compliqué. Sauf que je vous l'ai expliqué, j'ai essayé de vous l'expliquer pas à pas. De temps en temps, vous avez vu, c'était difficile de vous expliquer toutes les étapes. On comprend que à chaque fois qu'il y a une étape, l'ordinateur, il gère des données, il fait des calculs, il y a un flux de data, il y a de l'énergie, de l'électricité, et puis à la fin, on regarde l'analyse, et puis il y a aussi même pour ça des processus de vérification. Et quand je vous disais que le big data, ça suppose d'avoir une technologie vraiment solide, c'est qu'il faut avoir des flux, des câbles qui gèrent des données suffisamment efficaces, parce que si pour que l'ordinateur il rentre directement les sacroiliaques, je sais pas moi, l'automate de biochimie peut pas transmettre les résultats directement au service de cardio, ça va pas le faire. Donc il faut être équipé pour pouvoir absorber et de manière très reproductible tous ces flux d'informations et aussi stocker, parce que le deep learning, c'est tout ce que j'ai fait, je l'enregistre et ensuite j'y reviens et je l'intègre en permanence aux informations que je vais traiter. Parce que le deep learning pour ces choses-là, ça veut dire qu'en parallèle, l'algorithme, à chaque fois, il se regarde Péladé. Il regarde ce qu'il a fait et en fait, il regarde si ce qu'il a fait était satisfaisant. Donc demain, je ne suis pas sûre. Mais néanmoins, dans les soins, il y a des choses qui sont assez prometteuses. Alors, en l'occurrence, dans le domaine de l'atteinte inflammatoire digestive, que vous connaissez forcément, certains d'entre vous ont des atteintes inflammatoires, des maladies inflammatoires cryptogéniques de l'intestin, la maladie de Crohn, la rectocolite. Et la plus jolie étude avec une application qui est vraiment là pour demain à mettre en place, ça s'appelle PHRI Picasso. Et en l'occurrence, c'est un score histologique d'activité sur des biopsies de Crohn. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est le même principe que ce que je vous ai montré. Des coupes d'anapathes. Alors cette fois, c'est de l'histologie, donc c'est des petites images roses. Ils les enregistrent. Ils font exactement la même chose que je vous ai montré et ils regardent si c'est associé à l'activité de la maladie de Crohn. Et en fait, cette étude-là, elle est assez robuste parce qu'elle décrit vraiment comment il faut faire les coupes, comment il faut les analyser et comment c'est prédictif de l'activité. Dans ce domaine des Mickey, il y a d'autres études, cette fois des études qui, parce que là on a parlé des images, pourquoi on n'intégrerait pas dans la base de données des ordinateurs des paramètres biologiques ? La CRP, la prise de sang et les globules. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait ici dans la maladie de Crohn, où ils ont intégré des résultats sur la biologie. Pour l'instant, là, c'était des résultats assez standards, le nombre de cellules, des choses comme ça. Mais il y a d'autres études, et je ne vais pas vous les décrire toutes, qui utilisent aussi le réseau de neurones. C'est notre manière de faire les calculs. Et ma préférée, c'est celle-là. Mais alors là, pour le coup, il y a un conflit d'intérêts. C'est des collègues, alors là aussi, vous les connaissez, ils étaient à la PHP, ils ont quitté. Ils sont allés faire un très joli centre de prise en charge des maladies inflammatoires dans le privé. Et en fait, ils travaillaient avec Yann Moria, qui est un brillant bioinformaticien, mathématicien. Et le conflit d'intérêts est là, c'est qu'on travaille ensemble. Je vais vous dire en quoi. Et ils ont tout mis dans la machine. Ils ont mis de la morphologie, ils ont mis de l'histologie, ils ont mis de la biologie et ils ont mis des critères cliniques.
Et dans la biologie, ils ont mis des profils d'ARN, des trucs qui pour l'instant sont rarement utilisés en routine, sauf quand vous faites vos sérologies Covid par exemple, et que vous regardez les anticorps ou sur la PCR. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que quand vous mettez tout ça dans la machine pour prédire l'activité du Crohn, ce qui sort, c'est des profils de micro-RNA. C'est pas un petit ARN, c'est un profil de micro-RNA qui est associé à l'activité et en réalité à la réponse au traitement des patients. Donc ça, c'est assez prometteur dans l'idée. D'ailleurs, je suis sûre qu'on vous a déjà présenté ça. Vous avez déjà entendu parler de ça dans les congrès. Nous, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on dit oui, il faut faire des algorithmes fonctionnels hybrides avec des données cliniques, des polymorphismes génétiques pour essayer de prédire la réponse au traitement. Ben, moi, je vous dis que dans la maladie de Crohn, on y est quasi. Voilà, ça commence. Mais avec nos premières études, c'est franchement, Corinne vous en parlera, et d'ailleurs elle travaille aussi à ça d'un certain point de vue. C'était pas encore performant. Et ben le machine learning, le big data, le deep learning, tous ces gros mots, ça veut dire on augmente la somme d'informations. Mais en fait, c'est pas naturel d'avoir une traduction de ce que ça veut dire. Il y a du boulot derrière, du boulot technique, du boulot d'analyse, du boulot d'algorithme, et pas que du boulot de machine toute seule. Alors, je voudrais prendre encore quelques minutes pour justement vous montrer. Alors oui, par exemple, autre application qui est en train de se faire, c'est pas pour dire comment on va choisir le traitement. Donc ne nous stressons pas parce qu'on a parlé des évaluations, des assurances, parfois des étiquettes qui sont liées à la maladie et qui aboutissent à des choses qui peuvent nous inquiéter un peu. Est-ce que si j'ai pas le bon polymorphisme, est-ce que j'aurai quand même mon traitement? Ici, c'est de l'IA alors c'est la greffe pulmonaire, mais en l'occurrence, pareil, ils mettent toutes leurs données là dans un gros nuage de données et ils font une analyse beaucoup plus ambitieuse en utilisant le langage mathématique. C'est plus que je dis oui, non sur le signal. Cette fois, je mets toutes mes données dans une grande pièce comme ça, je les jette et je regarde comment elles s'arrangent toutes seules. Parce qu'en fait, la mathématique, elle est capable de dire, non, elles ne sont pas posées là comme des paquets, elles vont se réarranger et en fait, ces données, elles vont avoir une forme. Ça s'appelle l'analyse topologique des données. Et ce que nous disent nos théoriciens de Villetaneuse, moi je suis à l'université de Sorbonne Paris-Nord, c'est que la forme, the shape has a meaning. C'est-à-dire que comment s'associent les données, en fait ça fait sens. Et quand ils ont utilisé cette façon de regarder les données, vous voyez, plus de les regarder comme avec un boulier chinois, mais de prendre plus de distance, et bien là aussi, ils arrivent à essayer d'aider le thérapeute, mais à accompagner après la greffe. Donc là, l'intelligence artificielle, elle prend toute la culture de ce qui a été fait avant, pendant la greffe et pendant la greffe, et on définit qu'est-ce qui pourrait aider pour cet individu-là en se reposant sur la somme de tous les autres. Moi, je trouve que ça, c'est quand même un joli message. Pour l'individu qui a été greffé, comment évoluer tous les autres peuvent aider à l'accompagner mieux. Voilà. Moi, je trouve que, par exemple, c'est pour ça que je voulais vous présenter cette étude qui est faite par une mathématicienne qui vient de finir son master et qui va travailler en thèse avec moi et que je vais vous montrer. Je trouve que ça, c'est un message pour ne pas avoir peur de l'IA. L'IA, c'est un outil et comment on va l'utiliser. Moi, je vais vous dire sur les dernières minutes ce que nous, on veut en faire. C'est l'exemple de la polyarthrite, mais on a le droit. On est dans un espace hyper œcuménique, 2 associations ensemble. La polyarthrite, c'est notre deuxième rhumatisme inflammatoire. Juste pour vous dire que parmi les questions qu'on se pose, quand il y a supposément un contexte génétique, là c'est du HLA, c'est des gènes des groupes sanguins, et supposément un environnement peut-être défavorable, est-ce que ça fait que l'auto-immunité, elle sort? Et quand est-ce qu'elle sort? Et parce qu'on sait, nous, ensuite, voir qu'elle est sortie. On sait voir l'inflammation, on sait voir les anticorps, mais pourquoi elle sort? À quel moment? Et pourquoi, chez certains, on pense que finalement, peut-être, parce qu'on sait qu'on a des patients qui ont des auto-anticorps, alors la polyarthrite, elle peut sortir très très tard, peut-être que chez un certain nombre, elle ne sort pas, et pour quelles raisons? Et pour l'instant, les études là-dessus, et notamment les études génétiques, Corinne pourra aussi vous donner son point de vue,
moi, je les trouve assez décevantes. On met des centaines, des milliers de patients, on leur fait faire, on regarde leur génome super screené. On a énormément progressé parce qu'on a toutes ces étiquettes-là de gènes et on trouve des choses qui nous semblent associées. Mais finalement, ici, PTPN22, c'est associé à toutes sortes d'autres maladies auto-immunes. Donc, ça ne nous aide pas tant que ça pour avancer sur les questions de la polyarthrite. Alors, comment on fait? Parce que nous, on a des idées assez détaillées sur comment ça fonctionne à partir de l'inflammation pulmonaire, de comment ensuite on a dans l'os une inflammation, des auto-anticorps. Mais ce qui va déclencher et ce qui va faire que certains ont une résilience, ils s'en sortent, ou quand et comment d'autres, au contraire, sortent l'inflammation, ça ne marche pas. Alors les collègues, après les GIVAS, ils ont dit 1000, 10 000 patients, ok, ça ne suffit pas, il nous en faut plus. Ok, donc ça peut être la technique de la technique actuelle, c'est on fait plus des analyses GIVAS, c'est des grandes populations pour lesquelles on va faire le génome wide. On fait une analyse large chez une population large et on regarde, compare les gènes des malades, des gènes des patients pas malades. Et ça fonctionne pour certaines choses, mais ça fonctionne pour les gènes qui sont à pénétrance forte, c'est-à-dire qui ont une prévalence très forte. Il suffit qu'il soit exprimé une fois, ça sort. Sachant que souvent, il n'y a pas un seul gène, mais il y a quand même plusieurs gènes. Quand c'est des gènes de prévalence faible, c'est-à-dire c'est peut-être il s'exprime un peu, mais pas complètement, ou qu'il y a l'association de plusieurs gènes, des collègues ont proposé ça, la transancestrie spécifique méta-analyse, c'est-à-dire vous faites des études de grosse envergure, et puis vous prenez d'autres études de grosse envergure de vos collègues et vous mettez tout ça et vous redemandez à la machine de tout calculer. Sur le papier, c'est super intéressant, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que si vous mettez un gros groupe, un deuxième gros groupe et puis un groupe plus petit, eh ben, qu'est-ce qui l'emporte? Les informations des gros groupes l'emportent sur les petits groupes. Et même quand vous essayez de faire des analyses un peu raffinées, en fait, ça ne fonctionne pas tout à fait. Mais bon, c'est aussi une perspective. Nous, on a une démarche différente. On dit, et si on partait des individus qui ont des présentations cliniques différentes des autres? Et en l'occurrence, si on partait des individus qui ont des maladies graves et ou précoces, voire plusieurs maladies dans la famille. Et ce qu'on fait avec mon collègue Guilhem Bousquet, oncologue à Avicenne, c'est que ça part d'un cas clinique qu'il a étudié au début. C'est une patiente qui avait un cancer du sein grave avec vraiment des critères de mauvais pronostic et pas les gènes forts dont je vous parlais. Et elle avait en fait 2 cancers, parce qu'elle avait aussi un cancer du sang. Et alors, j'ai écrit rhumatoïde arthritis. En réalité, c'était des arthrites avec des auto-anticorps qui sont au confin entre la PR et une maladie de Sjögren. Et donc, cette patiente jeune de 35 ans, elle a 2 cancers, 2 maladies auto-immunes. Et donc, c'est quand même, on se dit et pourtant, pas les gènes forts et puissants associés au cancer normalement. On se dit qu'il se passe quelque chose. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés prendre, je ne vais pas montrer sur ce schéma, ils sont allés prendre des gènes de sa moelle osseuse, c'est-à-dire les gènes normaux, on va dire entre guillemets, constitutionnels, son génome à elle, et ils ont comparé le génome de sa tumeur avec des techniques différentes. Je vous ai parlé des différentes techniques, mais ça dit que, en fait, ils ont comparé différentes façons d'analyser, parce que finalement, le génome, c'est jamais qu'une sorte de code-barre. Qu'est-ce qu'il dit le code-barre? Il faut ensuite le traduire. Et en fait, ils ont trouvé une anomalie qu'ils ont utilisée, et là, j'ai rejoint l'équipe à ce moment-là, pour faire, et ça nous aide encore, c'est-à-dire à l'heure de l'intelligence artificielle, les modèles animaux, ils nous aident beaucoup. Et en fait, quand on induit la mutation aux souris, les souris, elles font toutes les maladies de la patiente. Donc en fait, c'est la démonstration qu'avec une démarche individuelle sur des cas cliniques très particuliers, validés par des experts, et quand on reconnaît l'originalité et la spécificité des cas en question, c'est-à-dire graves, avec plusieurs maladies associées, on peut avoir une démarche individuelle pour trouver des gènes qui ont une vraie signification pathologique. Et je vais passer ça, mais si je peux avoir encore un petit peu de lumière pour conclure, voilà, merci.
je vais passer ça. Donc ça, dans cette famille-là, ici, il y a, c'est un autre exemple, mais j'ai pas envie de vous. C'est juste pour vous montrer que une autre manière de prendre des cas emblématiques, c'est de avoir une analyse. Ben, c'est un peu l'équivalent que je vous ai décrit tout à l'heure pour les radios. Ben, nous, on va regarder les génomes et on va lire pas à pas les anomalies. On va dire, au fait, ça me fait penser à quoi ça? Ah tiens, cette anomalie-là, oui, ça fait sens dans telle maladie. Et on va avoir une démarche qu'on espère systématique, mais qui est vraiment du pas à pas avec nos petits neurones à nous, avec notre analyse à nous à l'échelle humaine et personnelle. Est-ce qu'on peut faire mieux? C'est ce qu'on va faire avec la mathématicienne dont je vous ai parlé, parce que l'exemple typique de ce qui nous intéresse, c'est, enfin ce qui nous intéresse sur le domaine recherche pour essayer de progresser sur la question que je vais vous présenter là. Regardez cette famille. La patiente ici, elle a un cancer et elle a aussi une maladie vasculaire. Et quand on regarde son arbre généalogique, on trouve que dans la famille, il y a des ancêtres qui ont eu des cancers, ils sont morts du cancer, ils sont morts de maladies chroniques, dont certaines inflammatoires, et puis ils avaient une atteinte d'auto-immunité. Elle a des frères et des sœurs qui ont soit un cancer, soit une maladie vasculaire, et sa descendance, elle a une fille qui a une maladie auto-immune. Et nous, notre hypothèse, c'est de dire que cette famille, on comprend que ça pourrait être de l'environnement, mais ça pourrait être des gènes. Et si ça n'a pas été mis en évidence, c'est que ce ne sont pas les gènes dont je vous ai parlé à forte pénétrance. Donc d'une part, ils sont à faible pénétrance, mais quels gènes? Peut-être plusieurs. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est le programme qu'on est en train de mettre en place avec les mathématiciens de Villetaneuse. Et donc, on est une équipe bidisciplinaire où on dit, on a plusieurs familles avec des représentations et des expressions variables de cancer, de maladies auto-immunes et de maladies vasculaires, souvent précoces, parce que c'est ça qui fait leur gravité aussi. Et en fait, on va étudier la fameuse analyse topologique des données pour essayer de modéliser le lien entre le cancer et les maladies chroniques inflammatoires. Finalement, ça revient à essayer d'étudier la polygénie du vieillissement accéléré, parce qu'elle a plusieurs maladies. Elle n'a pas qu'un gène du cancer, elle a plusieurs maladies inflammatoires. Et donc, ce qu'on fait, c'est voilà, ça c'est nos fichiers de métadonnées, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire on a les prélèvements, on a des biopsies de cancer, on a des biopsies de sang, des prélèvements de sang, les mathématiciens ils viennent avec leur façon de comprendre et leur langage sur les données. Je vais terminer. Et en fait, on a les arbres généalogiques de nos patients. Et en fait, de toute une somme de données qui, au début, ont l'air pas forcément liées entre elles, on les architecture et on prend pour un avantage qui est une présence sur plusieurs générations dans la même famille, dans différentes familles. Et on essaye de modéliser ces liens pour, au lieu de la technique pas à pas dont je vous ai parlé au début, arriver à avoir une gestion globale et essayer de modéliser les liens de la polygénie dans le vieillissement précoce. Si on n'a pas d'intelligence artificielle, on ne peut pas. Parce que nous, on arrive à le faire pas à pas, mais si on n'a pas une machine qui gère toutes les données, qui gère les calculs, et là aussi il y a du deep learning, c'est-à-dire on redit à la machine si elle a bien fait les calculs, on ne peut pas y arriver. Donc nous, on croit beaucoup à l'outil intelligence artificielle. Merci beaucoup. On vous applaudit pour cette brillante intervention. Peut-être, je sais qu'on a pris du retard, mais peut-être 5 minutes de questions quand même pour Corinne. Merci. Vous voulez me rejoindre peut-être? On a commencé en retard aussi. On a commencé avec 15 minutes de retard. Je vous l'accorde. Ouais, alors peut-être rapidement, une question en prenant un peu de hauteur par rapport à ça. Vous dites aux patients, aux citoyens, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle en médecine, que ce soit pour le diagnostic ou la prédiction, ce ne sera que bénéfique pour vous. Ceux qui ont peut-être à avoir peur, c'est peut-être plus les médecins, pour lesquels elle constitue quand même une menace parce qu'elle vient remplacer en performance. Mais est-ce que vous avez envie de dire, avec tout ce que vous nous avez montré, et qui est quand même assez significatif, on ne doit pas avoir peur, parce que là, on n'est même pas dans la relation humaine, là, on est dans l'intelligence artificielle qui fait mieux que le regard, la technique, etc.
Alors, Vous dites, moi, ou je est-ce dirais, que vous direz méfiez-vous? c'est un outil. Est-ce que au moment où les stéthoscopes électroniques sont sortis, est-ce qu'il y a des cardiologues qui se sont dit on va disparaître? Au moment où on a des échographies hyper puissantes qui analysent toutes seules les images et qui disent par exemple la fonction VG, alors pour nous on n'y est pas encore sur les synovites, est-ce qu'on va dire l'échographie cardiaque pour le diagnostic disparaît? Et même quand vous dites que l'IA, elle peut remplacer les docteurs. Non, certains cas. En tout cas, vous l'avez souligné, il ouais. est poli. On sait qu'en radiologie, l'IA peut faire mieux parfois que l'analyse. Les outils, outils. ça reste un outil. Ça reste un outil. Ouais. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de discussions actuellement sur qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle, vers où on va. Mais les outils, c'est jamais que derrière des êtres humains qui les utilisent. Sûr, et à nous de décider si on valide ou pas. Et en fait, par exemple, nous, l'intelligence artificielle, on voulait l'utiliser dans l'unité de médecine ambulatoire que j'ai créée pour proposer la gestion des rendez-vous pour. Et alors ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Madame Falgaron, vous allez perdre tous vos programmateurs alors, puisque si ça va le faire à notre place. Pas du tout. Et là, ça n'avait rien de diplomatique, rien de poli. C'est une proposition, mais l'expert et celui qui valide, c'est une main humaine derrière. Mais quand on dit attention danger, vous au patient, vous dit vous n'avez, vous, clairement, aucune inquiétude à avoir. L'intelligence artificielle, pour vous, c'est du progrès. Pour nous tous, j'ai envie de dire patients de demain. C'est du progrès thérapeutique, c'est du progrès diagnostique, c'est du progrès prédictif. Est-ce que là, vous le dites clairement, il n'y a aucune méfiance? Et si vous voulez qu'on revienne sur un peu la discussion d'avant, parce que moi, ce qui m'a interpellée dans la discussion que vous avez eue tout à l'heure, pas du tout l'aide et le soutien à la prise de crédit, ça vraiment, c'est extraordinaire. Mais vous savez, sur l'actualisation des données pour les maladies, ça va très vite dans les deux sens. Par exemple, maintenant, l'obésité, le surpoids, facteur de risque de cancer, vous avez une surprime. Et les études, elles datent finalement d'il y a 3-4 ans. Ça va dans les deux sens, vous voulez dire. Il y a une actualisation. Ça peut être aussi dangereux dans la mesure où ça va faire rentrer. Ça peut être pénalisant parce que si je dois avoir un discours un peu radical, l'assureur il dit là l'étude elle vient de sortir, les femmes qui ont un surpoids. Même pas obésité, surpoids, elles ont plus de facteurs de risque du sein. On augmente. Vous pesez combien, vous, madame? Hop, on augmente. Vous voyez, quand on actualise les données, on actualise tout. Et donc, il faut se dire aussi que, bien sûr, qu'il y a, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, une actualisation indispensable. Et ce qu'a fait Brock avec ces messieurs-dames, c'est vraiment super. Mais n'oublions pas que c'est comme quand on parle de transparence. Il faut de la transparence, ok. Quand c'est transparent Bien surtout. sûr. Et les outils, finalement, moi, je pense que c'est nous qui les utilisons et qui les utiliseront. Et qu'il faut les garder sous contrôle. Mais du coup, il y a des déplacements. Voilà, il y a des déplacements de tâches et c'est ça aussi qu'il faut anticiper parce que si on ne le fait pas, on se trouve un peu désarçonné. Il faut pouvoir s'adapter, quoi. Bien sûr. Une ou deux questions rapides. Oui, bien sûr, madame. On vous fait parvenir le micro. Merci. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. Ma première question, c'est comme une patiente. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je vais aller faire une IRM, est-ce que cette standardisation, elle est valable si je change par exemple le centre d'imagerie? Ils vont me dire, en fait, voilà, il y a une progression de sacro, etc. Est-ce qu'il y a une norme qui est appliquée pour les analyses? Oui. Vous voulez donner aussi votre deuxième question, comme ça on répondra aux deux. Ma deuxième question, c'est comme chercheuse. Moi, je suis chercheuse dans la fiabilité des composants. Donc, on peut prédire, on peut donner un taux de fiabilité pour dire tel composant électronique, dans l'électronique, il va survivre pendant des années, 20 ans, etc. Est-ce qu'avec vos études donc de recherche, est-ce qu'il y a des facteurs d'activation qu'on peut appliquer pour dire la maladie elle va progresser comme ça, s'il y a tel facteur, etc. Alors sur la première question, un peu rapidement, ce que vous soulignez, le fait que quand on utilise une nouvelle technique ou même une technique d'analyse, notamment en France, c'est soumis à toute une procédure où il doit y avoir des validations. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en revanche, l'analyse du radiologue qui lui dit oui/non, ou le clinicien qui dit oui/non, elle n'est pas soumise à la même validation, mais parce qu'il a fait ses preuves, qu'il est expert, qu'il a des diplômes pour ça.
Et donc, pour répondre brutalement à votre question, je dirais, je pense qu'effectivement, on va passer dans le début de la mise en place de ces choses-là par, comme dans l'ostéoporose, des radiologues qui diront, selon la technique avec le machine learning, machin, voilà, j'ai ça. Et puis, ça n'empêche pas que le radiologue de l'autre endroit, il dira, moi, je ne l'ai pas vu. Faudra confronter les images et que parfois, peut-être qu'ils feront appel à un super expert. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y aura pas, comme dit madame, d'opérateurs dépendants. C'est-à-dire que là, elle souligne 2 endroits distincts où effectivement il y a un facteur opérateur dépendant, expertise dépendant. On pense dans des régions de France, selon qu'on est dans un grand CHU ou dans un hôpital, il y a moins d'expertise, donc il y a beaucoup de facteurs opérateurs dépendants. Est-ce que normalement l'IA devrait écarter ce risque? Oui, mais après une période de mise en place et de validation qu'on n'exclut pas, même en plusieurs années ou dizaines d'années, parce qu'en fait, il faut que la population des utilisateurs, et on a plusieurs types d'utilisateurs, parce qu'on a les radiologues, les rhumatologues et les patients, ils s'approprient les choses. Donc, pour répondre à votre question, si, on pourrait imaginer qu'il y ait aussi des discordances, en tout cas au début. Et quant à la deuxième question, en fait, c'est ce qu'essayent de faire les algorithmes pour de l'analyse de données, ensuite arriver à de la prédiction. Parce que mon équipe de recherche à Bobigny, en fait, on est rattaché à des réanimateurs de la Riboisière, et eux, ils font aussi de l'intelligence artificielle, ils appellent ça le jumeau numérique. Ils recueillent quand les patients sont opérés, si vous êtes opéré chez eux, ils vous demandent votre autorisation, ils recueillent tous les paramètres, même la vitesse du pouce seringue, etc., etc. Et en fait, quand ils regardent les données cliniques avec lesquelles vous êtes arrivé avant la chirurgie, et les données très biologiques, mécanistiques, et aussi le EEG, au moment où on vous fait la chirurgie, comment vous réagissez à l'anesthésie, et bien ça, c'est plus prédictif que tout ce que vous avez raconté aux médecins 20 ans avant pour comment vous serez à 2 ans et demi. Comment vous allez récupérer 2 ans et demi après la chirurgie. C'est pour ça que nous, on croit que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil prometteur. Parce que, alors que nous, on considère qu'on est des cliniciens sérieux, qu'on sait interroger nos malades, analyser les données, la machine, parce qu'elle gère de la complexité et beaucoup plus d'informations, mais il faut lui dire comment. Et ils sont en train de breveter l'algorithme. Et donc, ça veut dire, derrière, il y a de l'ingénierie humaine. C'est pas la machine toute seule. Dernière question, est-ce que vous travaillez ou est-ce qu'on travaille sur la prédiction à la non-réponse aux médicaments, qui est une vraie problématique, ou du développement dans le cas de la spondie? Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à anticiper sur les réponses aux médicaments qui sont une vraie problématique? Alors, à ma connaissance, c'est pas dans les pipes tout de suite, mais c'est ce qu'on essaye de faire en étudiant les polymorphismes géniques, y compris les polymorphismes de molécules qui font qu'il y a plus de risques d'infection sous tel médicament. Ou, ça pourrait être une voie de futur. On va vers ça. Oui, on va vers ça. Ok, merci. Pas d'autres questions dans la salle, on va applaudir. En tout cas, merci pour cette brillante intervention.